Patrick, pourrais-tu adresser ton lien à Mireille? Pourrais-tu adresser ton lien à Mireille et à Anne-France? Je ne comprends pas pourquoi toi tu y es. Bonjour à tous, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Oui, vous vous dites, il y a eu un désistement. Mais c'est pas faux. Habituellement, vous étiez habitué à voir ici Cécile Lefort. Elle vous accueillait avec son sourire, elle vous accueillait avec son talent, avec sa préparation. Ben oui, Cécile aujourd'hui nous a quittés. Pour quelle raison? Ben d'abord, on vous l'avait dit, Cécile a eu la Covid-19. Et ensuite, sa trajectoire professionnelle et sa trajectoire personnelle ont été telles qu'elle nous a demandé de bien vouloir quitter l'aventure, de bien vouloir quitter l'équipe. Vous imaginez que ce n'a pas été facile. Donc, il a fallu réorganiser cette équipe, car au fur et à mesure du temps, les choses ont changé. Lorsque les trois derniers faisant partie de l'équipe initiale se sont réunis, nous nous sommes dit, il faut absolument que nous puissions avoir, là encore, la parité. Et donc, nous nous sommes mis à la recherche d'une amie commune. Et cette amie commune, c'est Mireille Barrault. Mireille, bonjour. Mireille, votre micro, c'est pour ça qu'on ne vous entend pas. Mireille, votre micro. J'avais oublié de remettre mon micro. Bonsoir Thierry. Bonsoir à Merci tous. beaucoup d'être parmi nous. Mireille, vous êtes sophrologue. Il y a au moins deux choses que je peux dire. La première, c'est que vous êtes une ancienne athlète de haut niveau, sophrologue ensuite avec votre cabinet, mais également vous intervenez en entreprise et notamment vous suivez des comités de direction. J'aimerais simplement préciser, qu'est-ce qu'une sophrologue? Dites-nous. En fait, mon métier, c'est d'accompagner des personnes pour qu'elles découvrent des interactions entre le corps, le cœur, l'esprit, dans une direction positive. Et on peut se servir du corps pour calmer l'esprit quand les pensées sont envahissantes, ou l'inverse, se servir de notre mental pour aller apaiser ou rééquilibrer des sensations physiques qui peuvent être inconfortables. Donc mon métier, c'est de transmettre une route, de faire découvrir un chemin auquel on peut tous accéder, et puis de donner en fait ensuite les moyens de pouvoir s'en servir en fonction de ses besoins. Merci beaucoup pour cette précision. Donc, Mireille Barrault, Mireille nous rejoint. Et puis, vous avez toute l'équipe, alors là, pour le coup, vous la connaissez. Vous avez tout d'abord Anne-France Véry. Anne-France, bonjour. Mais bonsoir tout le monde, bonjour Thierry. Bon, Anne-France, c'est notre rayon de soleil. Vous savez que c'est notre coach qui nous explique et qui nous montre quelles sont les voies à suivre pour pouvoir être dans une qualité d'être bien plus intéressante, bien plus approfondie qu'à l'habitude. Avec nous également Patrick Baudouin. Patrick, bonsoir. Salut tout le monde, ravi d'être là. Alors Patrick, que je retrace son profil. D'abord, c'est une personne qui a longtemps travaillé dans la publicité. Et ensuite, il a dirigé Radio-Canada, donc toujours dans la communication. Aujourd'hui, Patrick, spécialisé dans la stratégie des entreprises, mais également dans les marques, l'univers des marques et de la consommation, de telle sorte que Patrick est installé sur une sorte de petite tour de garde, tour de vigilance, tour de guet, d'où il observe nos façons de consommer. Alors, sont-elles simplement des symptômes ou bien sont-elles des modifications de fond? Précisément, c'est toute la question. Et puis, il y a vous. Vous nous avez manqué. Dites-moi, ça fait quand même pas mal de semaines que nous sommes absents. Nous vous en avons expliqué les raisons, encore une fois, mais vous êtes présent et merci beaucoup. N'oubliez pas que c'est interactif, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des développements que nous allons faire, vous avez le chat à votre disposition pour pouvoir donner vos objections, donner vos expériences, donner vos commentaires. Il y aura tout ça aussi. Donc, discussion également entre nous. Tout cela est à la fois précis et à la fois extrêmement convivial. Commençons, si vous le voulez, par le premier des tableaux. Vous savez que généralement, il y en a trois. Premier tableau, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change dans ce monde où nous avons toujours cette pandémie qui est là, qui progresse, qui varie? Vous avez vu aussi que le titre avait changé. Un virus et des hommes est devenu des variants et des hommes. Deuxième grand tableau, c'est qu'est-ce qui fait sens? Et troisième grand tableau, qu'est-ce qui sera demain?
nous essayons là aussi de faire quelques prospectives de façon à pouvoir nous aider collectivement à voir où l'on va mettre le pied droit, le pied gauche, chaque fois en avançant. Bienvenue donc dans cette émission des variants et des hommes. Je démarre. Nous démarrons avec le premier tableau, si vous le voulez bien, Patrick. Simplement s'agissant de la consommation, si nous poussons ensemble la porte d'un magasin ou la porte des magasins encore ouverts pour l'instant, qu'est-ce qui a profondément changé ces derniers mois ou ces dernières semaines? En fait, Thierry, je suis un petit peu dans l'expectative. Ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas parlé, qu'on n'a pas échangé. Et si je reviens un petit peu à l'hiver qu'on vient de passer, on se prenait un peu à rêver d'un printemps où allaient fleurir les centres de vaccination. Et puis, on espérait aussi cet appel d'air chargé de parfums de liberté, de retour, etc., etc. Et puis, il y a les variants qui sont arrivés, comme tu le disais. Et ça fait aujourd'hui que 13 mois que Covid-19 nous secoue. Et on continue à faire des écureuils. Alors, ce qui est intéressant au niveau de la consommation, c'est d'abord cette histoire d'écureuil. En d'autres termes, cette histoire d'épargne. L'épargne n'a jamais été aussi haute. Les vagues successives de la pandémie, et ces variants d'ailleurs, ont fait comme provoquer une sorte de refermement des commerces et aussi un refermement des attitudes. Il y a plein d'incertitudes. Et les entreprises aujourd'hui, comment elles fonctionnent? Elles sont ballottées entre les protocoles, le télétravail à géométrie variable, les dépressions distancielles. Et en fait, elles attendent simplement de voir un peu d'éclaircie. Et la consommation, là, on découvre quelque chose qui, à mon avis, à travers les décennies qui viennent de s'écouler, on n'avait pas vraiment pris conscience, que la consommation, c'est bien plus qu'un geste de dépense. Elle se nourrit de l'humain, de rencontres, de chaleur. Et c'est sans doute ces manques-là qui, aujourd'hui, secouent le plus notre société. Et les entreprises, d'ailleurs, qui l'ont compris, hein, je ne vais pas parler de Patagonia, dont on a déjà parlé, mais des compagnies plus récentes comme Faguo, qui investissent le marché des produits de seconde main et la mouvance de ce qu'on appelle l'upcycling, c'est-à-dire créer des points de rencontre physiques pour accompagner des clients vers des usages plus slow. Et là, le mot slow, je pense que c'est un mot qui est vraiment intéressant, qui est occupé à gentiment et doucement grandir. En fait, c'est quoi être slow dans la consommation? C'est plutôt profiter de moments pour explorer de nouvelles habitudes de consommation qui seront sans doute plus frugales, et puis prendre le temps aussi d'évaluer nos réels besoins, trier nos placards, réparer plutôt que jeter, revendre plutôt qu'abandonner, recycler plutôt que racheter. Bref, consommer ce qui est vraiment nécessaire loin des excès. Et il y a un sondage qui est sorti tout récemment. 67% des Français prévoyaient acheter de la seconde main cette année-ci. Et la tendance va s'accentuer. Il y a un site qui s'appelle Vinted, qui est passé 4e site de e-commerce le plus visité en France cette année-ci. Et c'est quoi? C'est des vêtements d'occasion. Et on voit alors des carrefours de ce monde et la redoute de ce monde se précipiter là-dessus. Alors bien sûr, je dirais, Thierry, que ces gestes se vivent encore un peu à la marge. Mais méfions-nous, les changements profonds, ils démarrent toujours ainsi. À nous de les identifier, de les comprendre. Et s'ils sont asymptomatiques à ce stade, ils peuvent être potentiellement viraux. Oui, on va voir tout ça. Moi, j'aimerais bien vous interroger tous. Dites-moi, qui a trié ces placards récemment? Anne-France, ouvrez votre micro. Est-ce que vous avez trié vos placards à l'occasion du printemps? Mireille, vous avez trié vos placards ou pas récemment? Alors, le tri, j'aime beaucoup, je rebondis sur ce qui se partage dans le chat. Le tri, en fait, nous dit Philippe Van den Bulck, c'est en fait, on ne nous interdit pas on doit, dit-il, je reprends ces mots parce que c'est très chouette dans ce que dit Philippe, il dit on n'épargne pas, on nous interdit de dépenser. Et quelque part, avec le fait d'avoir fermé un tas de commerces, nous a obligés tout naturellement de faire le tri. Alors oui, moi je l'ai fait le tri, d'abord le tri printanier, et puis surtout le tri des superflus. Ça, je crois que c'est vraiment ce qui nous a mené vers ce magnifique slow dont Patrick nous parle. Mireille, vous avez vous aussi, à l'occasion du printemps, généralement, on se dit bon bah tiens, on va faire un peu de ménage. Vous avez trié ou pas? Pas seulement les placards, hein? Oui. Moi, la notion de m'alléger, c'est une notion qui m'accompagne depuis de nombreuses années, mais parce que j'ai aussi beaucoup déménagé dans ma vie. Moi, j'ai été beaucoup nomade, et donc les nomades s'allègent. Donc, je suis profondément allégée et je m'allège régulièrement. Ça donne une sensation de liberté qui est extrêmement agréable. J'aime beaucoup les espaces plutôt ouverts.
Merci beaucoup. J'aimerais, Patrick, vous-même, vous êtes dans le Gers, une maison, un jardin, un potager, encore en friche, je crois, le potager. Mais vous avez fait le tri vous-même ou pas? Oh oui, le tri d'abord de choisir de vivre à la campagne, c'est-à-dire être loin des lieux de consommation. J'ai vécu toute ma vie dans des grandes villes, que ce soit Bruxelles, Montréal ou ailleurs, et décider de vivre entre deux villages au fin fond de la campagne, c'est déjà quelque part faire un tri, c'est-à-dire faire quelque part une abstinence de passer les fins de semaine dans les commerces. Ça ne se fait plus. D'ailleurs, quand moi je vais dans les commerces à peu près tous les 6 semaines, et c'est une journée organisée. C'est-à-dire, je vais faire tel et tel commerce parce que j'ai besoin de tel ou tel objet, mais c'est extrêmement circonscrit. Donc, c'est une autre consommation. Mais peut-être là où je rejoins un peu Philippe quand il dit on nous a quelque part interdit de dépenser, il a raison, mais je pense qu'il y a aussi autre chose pour l'instant. L'interdiction, ça c'était un fait objectif que Philippe a très, très justement souligné. Mais alors derrière, ce qui moi m'intéresse, c'est en quoi cette interdiction m'amène à réfléchir sur des comportements. Donc que ce ne soit pas simplement un comportement contraint, mais que ça m'amène à une prise de conscience d'un comportement consciencieux, ce qu'on appelle aujourd'hui dans certaines lectures la consommation raisonnée. Et ça, c'est intéressant à suivre pour l'instant. Merci beaucoup pour l'ensemble de vos remarques aux uns et aux autres. Mireille, du coup, j'ai envie de prolonger avec vous. Patrick nous dit, bon, ben voici en tous les cas ce que l'on observe, hein. Ça tremble encore sur la surface, mais ce sont des signaux suffisamment présents pour que l'on puisse les observer de près. Est-ce que c'est une ondulation de surface que ces mouvements-là, ou bien est-on, selon vous, vraiment dans quelque chose de plus profond que l'on pourrait d'ailleurs peut-être appeler une métamorphose? Alors, je vais rejoindre absolument Patrick dans sa réflexion en utilisant une définition qui est, je vous la lis, hein. La chrysalide est la nymphe des lépidoptères. C'est un stade intermédiaire entre leur larve, donc la chenille, et leur imago, le stade du papillon. Ce stade se caractérise par le fait que durant cette phase, l'insecte ne peut ni se déplacer, ni se nourrir, et la structure de son corps se réorganise en profondeur pour passer de la chenille au papillon. Donc Thierry, tu parlais de la métamorphose. Je pense que cette phase peut-être de chrysalide dans laquelle on est encore avec des contraintes. Et moi, la question que j'ai, c'est comment dans cet espace-temps, on a pu se transformer. Est-ce qu'on est prêt pour la mue imaginale, l'émergence, donc effectivement le moment où on va sortir, déployer nos ailes, et comment on va sortir? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et dans mon domaine, ce qui a changé, parce que c'était la question que tu m'as posée, moi, je travaille beaucoup sur le sommeil, et ce qui a changé, notre sommeil a changé au cours des 13 derniers mois. Il y a eu des études internationales qui ont été faites dans ce domaine. Et ce que ces études ont montré, c'est que d'abord, dans un premier temps, les gens qui télétravaillaient ont dormi davantage, mais beaucoup moins bien dormi. D'accord? Donc, il y a la quantité et la qualité. Et puis ensuite, ce qu'on a remarqué, c'est qu'aujourd'hui, 46% par exemple des Français se plaignent de troubles du sommeil, ce qui est plus important que d'habitude. On a aussi vu une augmentation de la consommation des anxiolytiques et des somnifères de 20% entre octobre et mars. On n'a pas les derniers chiffres, mais donc ça témoigne d'un fait que cet espace sommeil, qui est un espace de repos, a été perturbé. Et ce qui a été encore plus intéressant, c'est qu'il y a des recherches qui ont été faites sur le contenu du sommeil, le contenu des rêves. Augmentation des cauchemars. Alors nous, les adultes, on n'a que 5% d'entre nous qui faisons des cauchemars. Sur les soignants Covid, il y en a eu 45% qui ont été concernés. C'est une étude en Chine qui a été faite. Donc on est 5-45%. Et je ne parle pas des cauchemars occasionnels, je parle de cauchemars qui étaient plus récurrents. Et puis il y a eu un autre phénomène, et qui viendra peut-être en résonance aussi avec ce que vient d'évoquer Patrick, c'est que les contenus des rêves qui sont étudiés, il y a un centre de recherche par exemple à Lyon qui le fait, il y a eu 3 fois plus de rêves en lien avec la mort qu'auparavant. Et ce n'est pas anodin, parce que depuis 13 mois, la mort s'est invitée dans nos salons, la mort s'est invitée dans nos informations, dans nos échanges, dans nos conversations, dans nos familles peut-être aussi. Et ce sujet d'accueillir la mort dans cet espace-temps qui est toujours présent, qui n'est pas parti, n'est pas quelque chose de léger. C'est une énergie particulière. On a plutôt tendance d'ailleurs à s'en protéger, à la mettre à distance, que plutôt d'avoir la liberté d'en parler. C'est un sujet un peu tabou. N'empêche que là, on n'a pas eu le choix. Et au quotidien, on nous rappelle qu'il y a tant de victimes qui sont décédées tous les jours. Et c'est ainsi depuis maintenant 13 mois.
Alors, ce phénomène-là, ce n'est pas quelque chose... Est-ce qu'on s'y habitue? Vous savez, c'est comme les personnes qui habitent près des aéroports. On se pose la question, est-ce qu'ils entendent encore le bruit? Ils vous disent non, 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 c'est bon, on s'est habitué. En fait, ce qui se passe quand on observe ces profils, ces personnes qui habitent, ces populations qui habitent en proximité des aéroports, elles ont l'impression de s'être habituées, mais en réalité, si on fait des tests physiologiques, on voit que le corps continue de réagir, mais qu'elles ne se rendent plus compte des signaux qu'elles perçoivent. Et moi, toute la question que je pose et qui m'interroge, c'est quand on évolue aussi dans les consommations, est-ce que ça ne traduit pas aussi une réflexion sur des choses plus profondes, et notamment la relation qu'on a avec la mort et à laquelle on a été confronté de façon directe, et on est encore, et à la vie, tout simplement. Je pense qu'on peut vraiment s'interroger sur ces deux dimensions en profondeur. Merci beaucoup pour tous ces développements, toutes ces réflexions très profondes, hein. Je pense qu'on n'avait jamais, je parle sous le contrôle d'Anne-France et de Patrick, on n'avait jamais de façon aussi précise abordé cela. Pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui sont avec nous, j'ai une question. Est-ce que dans votre entourage, vous avez été marqué par ces décès dus à la pandémie? Est-ce que vous aussi vous êtes touchés? Je peux vous dire que parmi le groupe ici, tous, de près ou de loin, nous avons été touchés par des personnes elles-mêmes, soit décédées ou des familles endeuillées. Vous avez cette impression, Anne-France et Patrick, que c'est pas un petit changement, quoi. C'est vraiment quelque chose de fondamental, et même si on ne le ressent pas encore comme cela, on le ressent plutôt comme un désagrément, cela nous impacte beaucoup plus profondément. Anne-France. On est dans une vraie métamorphose. Je vois que certains parlent du monde d'avant. Je pense que ce monde d'avant, il est derrière. Il y a un monde d'après. Ça, c'est certain. Alors, je me réjouis quand j'entends Patrick parler de slow, Mireille parler de qualité plutôt que de quantité. Il y a, je pense, la métamorphose dans laquelle on s'inscrit, c'est que le monde d'avant était un monde du faire. Et je pense qu'on va, dans le monde d'après, je l'espère, vers un monde d'être, apprendre à être. Et vous allez voir que moi, je suis une amoureuse des mots, je vais vous en proposer des nouveaux d'ailleurs, mais il y en a un qui, pour faire référence au tri dont on parlait tout à l'heure, que j'aime beaucoup, qui est apprendre à s'acagnarder, S' à cagnarder. Apprendre à s'acagnarder, c'est apprendre à ne rien faire. Apprendre à ne rien faire, faire ne rien, mais c'est juste nous permettre d'être. Et c'est ça que je nous souhaite dans le monde d'après, par rapport à notre relation à la vie, par rapport à notre relation à la mort, par rapport à notre relation à la consommation, par rapport à la relation à nous-mêmes. Donc vraiment, je nous souhaite, c'est ce que je nous souhaite dans le monde d'après. Oui, merci beaucoup. Patrick, pourrais-tu réagir aux propos de Philippe van den Bulck? J'imagine que tu les as lus. Voici, hein, nous sommes sidérés, pétrifiés, écrit Philippe. Comment va-t-on se réveiller? Le monde d'après, on en parle, mais nous sommes dans les starting blocks pour rejoindre le monde d'avant. Oui, c'est la grande, je dirais, pas la polémique, mais c'est le grand débat, monde d'avant, monde d'après. Et moi, je suis plutôt sur une réflexion du monde d'avec. Quand je dis le monde d'avec, ça fait aujourd'hui 13-14 mois qu'on vit, en tout cas de manière explicite, avec cette pandémie. Et je rejoins en effet Mireille et Anne-France sur cette notion de mort qui nous environne, cette notion qui a toujours existé, mais qui était, je dirais, épisodique. Ben là, c'est un peu le décor de notre quotidien. Et en ce sens, j'ai l'impression que le vrai changement, ça va être de vivre avec l'hypothèse qu'on vient de vivre avec Covid-19, hein, et on n'est pas tout à fait sorti, on se fait vacciner, mais on va vivre peut-être avec un Covid-20 dans 2 ans, un Covid-21 dans 5 ans. C'est que ce monde, on sait aujourd'hui, cette biodiversité qui a été massacrée dans les 50 dernières années amène ces risques de pandémie. Donc, ça nous oblige quelque part dans la durée de réfléchir à un monde d'avec et pas nécessairement un monde d'après. Alors, le monde d'avec, est-ce qu'il va ressembler au monde d'avant? Là, je ne pense pas. Clairement, ça, je ne pense pas. Est-ce qu'on va avoir un autre monde après? Écoutez, moi, je pense que c'est un peu tôt pour se... On peut vivre de cet espoir, hein, c'est ce qu'on partage ensemble et c'est ce qu'Anne-France évoque, entre autres, mais c'est cette notion d'un monde d'après
Disons que personnellement, je ne le vois pas tout à fait maintenant. Je pense que d'abord, il faut apprendre à réintégrer ce que Mireille expliquait de manière très, très juste tout à l'heure, c'est revivre avec la mort avec nous, vivre avec la mort, mais au sens, je dirais, positif et constructif du terme. Ça, c'est déjà un énorme apprentissage. Et derrière ce réapprentissage de côtoyer cette évidence fondamentale, eh bien, c'est peut-être remettre en cause certaines grilles de lecture de notre quotidien, dont la consommation. Mais c'est le monde d'avec. C'est pas le monde Merci d'après. beaucoup. Merci, Patrick. Alors, il y a Philippe Van den Bulle qui applaudit sur cette expression, le monde d'avec. Et Anne-France, il y a une réflexion de l'île Maurice, en provenance de l'île Maurice, qui doit également vous impacter, non? Vous Alors faire... oui, bien sûr, parce que finalement, la réflexion de Louis-Marie, c'est de nous dire que oui, la vie est suspendue, plus aucun touriste à l'île Maurice, on espère un renouveau, mais lequel on n'en sait rien pour le moment et on essaye de vivre, de vivre malgré tout. Et la certitude que la vie est belle et que le meilleur est toujours devant. Donc il y a le vivre avec et il y a le vivre à l'être. Et ce que j'ai envie de nous offrir peut-être pour réapprendre à être, c'est de pouvoir comprendre aussi que dans cette traversée, depuis plus d'un an, il y a des mots qui se sont ajoutés dans notre dictionnaire. Donc des mots avec lesquels on va être avec. Présentiel, distanciel, la COVID qui a été choisie d'être au féminin par l'Académie française. Alors, moi, il me vient un besoin de poursuivre l'aventure du dictionnaire des néologismes. Et j'ai envie de vous proposer de néologiser aujourd'hui, avec une nouvelle fenêtre de mots pour entrer dans la danse des variants. Parce que si vous avez vu les autres épisodes dans la série 1, Un virus et des hommes, vous savez que j'adore les histoires, les voyages, les rituels pour m'inspirer. Et en fait, aujourd'hui, je voudrais nous offrir un proverbe navajo qui nous dit « Choisis bien tes mots ». Ce sont eux qui créent le monde qui t'entoure, donc le monde du vivre avec. Alors, on va vivre avec d'autres mots. Et je vais vous emmener avec moi pour choisir un mot que je vais vous proposer aujourd'hui, qui est celui de tuliper. Et si nous tulipions? En fait, pour accueillir ma proposition de néologisme, je voudrais vous inviter à commencer par observer de près un bouquet de tulipes pendant plusieurs jours. Ces fleurs de printemps sont un véritable ballet. Et c'est elles qui nous inspirent pour continuer cette traversée. En fait, elles grandissent, elles se courbent, elles se tendent, elles s'ouvrent, elles se déploient, chacune avec leur singularité pour former un bouquet. Eh bien, pendant plus d'une année, on a exigé de nous courber, de nous lever, de nous adapter, de nous inventer, de nous renforcer. Et en fait, j'aimerais vraiment que chacun inscrive dans son dictionnaire ce nouveau verbe qui encourage à rebondir, vivre avec égale tuliper. C'est nous offrir une nouvelle posture d'ajustement créateur. J'y reviendrai tout à l'heure à cet ajustement créateur. Donc, tulipons. Merci, merci beaucoup pour ce bouquet de fleurs, Anne-France. J'aimerais savoir, tuliper, ça veut donc dire aussi être en accord avec son printemps personnel. Mireille, ceux qui poussent la porte de votre cabinet, dans quel état moral sont-ils aujourd'hui? Alors, il y a une grande lassitude, hein, j'en parlais juste avant, l'énergie qu'on a traversée, dans laquelle on est encore baigné, c'est une énergie difficile, c'est une énergie entre guillemets, de la mort, c'est pas une énergie qui nous dynamise, c'est une énergie qui nous absorbe, et c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes sont fatiguées, il y a de l'épuisement, alors c'est un épuisement émotionnel, c'est un épuisement moral, évidemment. Mais j'aimerais bien partager un petit exercice pour rebondir sur ce que vient de dire Anne-France, qui dure 1 minute, et qui va être en lien aussi avec la question de Thierry, en fait. Je pense que dans cette phase de chrysalide où on a été bloqué et dans ces énergies qu'on vient de décrire, ce que je trouve qui est important, c'est qu'on puisse imaginer que quand ça va changer, on sera capable d'être connecté à soi. Et s'il y a une façon de pouvoir se connecter à soi, c'est au quotidien de prendre quelques instants très courts, juste pour observer ce qui est en mouvement à l'intérieur de nous. Alors, si vous êtes d'accord, je vous propose juste de fermer les yeux
ça ne va pas durer longtemps. Et je vous invite juste à porter votre attention avec les yeux fermés sur votre visage. Et pendant que vous respirez tranquillement, je vous invite à essayer de sentir sur votre visage s'il y a des espaces de votre visage qui sont en mouvement, qui sont en train de bouger. Est-ce que c'est votre front? Est-ce que ça bouge au niveau des yeux, au niveau des paupières? Est-ce qu'il y a des mouvements au niveau des joues, au niveau de la langue, de la salive? Qu'est-ce qui bouge dans cet espace de votre corps, ici et maintenant? Juste d'accueillir ces petits mouvements, s'il y en a, de les sentir présents. Et puis de se poser la même question quand vous portez votre attention au niveau de votre cou, de votre nuque, de vos épaules, de vos bras et de vos mains, en respirant doucement. Qu'est-ce qui bouge avec ma respiration dans cet espace de mon corps? Il y a peut-être des toutes petites sensations qui sont là ou pas, peu importe. Vous vous mettez en lien avec cette partie de votre corps. Puis vous descendez au niveau du thorax, du haut du dos. Et là encore, je vous pose la même question. Qu'est-ce qui bouge dans cet espace de votre corps? Comment ça bouge? Et où est-ce que ça se passe? Puis vous pouvez continuer à poser votre attention à présent au niveau de votre ventre et de votre dos et toujours avec votre respiration. Quand vous respirez, qu'est-ce qui bouge dans cette partie de votre corps? Qu'est-ce qui est en mouvement? Est-ce qu'il y a des mouvements? Comment sont-ils? Et puis vous pouvez même descendre encore plus bas et aller dans tout le bas du corps et toujours en respirant doucement. Essayez d'accueillir et de percevoir des petits mouvements peut-être présents dans cet espace de votre corps quand vous respirez au quotidien, ici et maintenant. Et puis tranquillement, vous pouvez ouvrir les yeux et vous poser cette question, quand je suis en vie au quotidien, à quel moment je prends ce temps pour me mettre à l'écoute de mes sensations, de mes transformations, de mes mouvements, de ce qui bouge à l'intérieur de moi. Je ne sais pas s'il y a eu des mouvements d'enregistrés ou pas sur le chat. C'est aussi l'occasion de ces moments d'intermédiaire, je pense que ce sont aussi des moments qu'on peut utiliser pour avancer, évoluer. Et je pense que toutes les transformations de l'après, si on peut imaginer qu'il y en aura un de monde d'après, si on veut qu'il soit différent, ben, ces transformations, elles doivent venir de nous aussi, dans la profondeur de notre relation à l'être, ce qu'évoquait Anne-France en l'occurrence, mais pas seulement, bien sûr, ça fait partie d'un ensemble d'autres choses. Il y a plein de choses qui agissent en convergence, mais en tout cas, ce lien à soi et cette écoute de soi, c'est d'abord une des premières transformations et mouvements qui est en route en permanence, parce qu'on prend le temps de le découvrir et d'y consacrer quelques instants. Merci beaucoup Mireille pour ce merveilleux moment. Et pendant ce temps-là, il y a Philippe Van den Bulle qui se déchaîne, vraiment magnifique, avec une variation sur la tulipe. Je lis tulipon ou tulipeux ou pas. Merveilleux Philippe, bien sûr. La tulipe, météorique beauté dans une nature qui se réveille, puis elle meurt, vite, assurée qu'elle est de revenir l'année prochaine. Et effectivement, c'est un renouveau permanent. On poursuit, si vous le voulez bien, de façon à pouvoir quand même être dans les temps, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Patrick, je vais vers vous. Anne-France, souvent l'a évoqué, c'est l'anxiété. L'anxiété, l'angoisse aussi, et ici, quelle influence, éventuellement d'ailleurs, sur la consommation? Pourquoi achète-t-on? Est-ce qu'on achète pour se faire du bien ou est-ce qu'on achète pour acheter un bien? Et si oui, pourquoi l'achète-t-on?
C'est vrai que cette histoire d'anxiété, en fait, j'avais eu l'occasion de le partager précédemment, c'est qu'une crise fonctionne comme une vague. Donc, on a le début, on a le gros de la vague et puis on a la fin de la vague. Et actuellement, nous sommes dans ce qu'on appelle le gros de la vague. Et quand on l'analyse, et c'est le cas, je dirais, des crises depuis un siècle à peu près, ça se nourrit toujours de la même manière par d'abord un repli sur soi, une certaine anxiété lancinante qui provoque dans notre société souvent un élan vers ce qui rassure, vers des gestes qui sont d'ailleurs parfois assez éloquents. La meilleure preuve, les hypermarchés, ils peinent au profit des commerces de proximité, plus 20% de fréquentation depuis un an par les petits commerces de proximité, plus 100% pour les circuits courts. C'est quand même des évolutions majeures. Et si je prends un réseau en France ici de magasins bio-coop, une croissance de 16% en 2020, et ils ont ouvert leur 700e magasin en France. Mais ce qui est plus intéressant par rapport à la question de l'anxiété, c'est une étude qui est sortie par l'Observatoire de la consommation, comme quoi 66% des Français reconnaissent aujourd'hui que consommer est encore un acte qui contribue au bonheur. Alors vous allez me dire, 2 tiers des Français donc consomment pour du bonheur. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est le chiffre de 2017. C'est 8 points de moins qu'en 2017. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au-delà des explications made in Covid, on remarque une tendance lourde à s'orienter vers d'autres sources d'épanouissement que la consommation. Et là, ça rejoint l'exercice qu'on vient de faire avec Mireille. On parle de quête de sens, de proximité avec la nature, d'investir plus profondément les liens familiaux et amicaux. Et d'évidence, là, on vit une nouvelle interrogation plus fondamentale, notre rapport consommation-bonheur. Et c'est sans doute la première fois dans notre histoire que cette question se manifeste avec autant de force. Et pour appuyer cette observation de fond, on voit s'imposer de plus en plus une nouvelle posture, celle de l'engagement par le geste consumériste. Il nous suffit de regarder des pubs à la télé, dans les journaux, plus de la moitié aujourd'hui évoquent cette dynamique, que ce soit avec l'argument environnement, commerce local, bien commun ou autre cause plus socialement responsable. Alors, si aujourd'hui 20% de la population, et ça c'est toujours d'après des études très très récentes de 2020, 20% de la population refuse catégoriquement de se reconnaître dans ces questionnements, il en reste quand même 80% qui, eux, l'assument et ils agissent. On parlait précédemment de seconde main, on pourrait évoquer le moins de viande, le plus de légumes, le rejet de l'eau en bouteille de plastique. On a toujours affirmé que le capitalisme se nourrissait de sa propre critique. Pas moi qui l'ai dit, hein. Mais de fait, son impact négatif, social comme environnemental, est peut-être occupé à faire réfléchir. Alors, avec quelle vitesse, avec quelles conséquences, je ne sais pas. Mais ça bouge. Et ça, ma foi, c'est nouveau. Merci beaucoup, Patrick. Y a-t-il, je vous interroge, avez-vous ces derniers mois, cette dernière année, ces derniers 13 mois, j'interroge Anne-France, j'interroge Mireille, fait des achats uniquement pour vous faire plaisir, pour décompenser, je dirais, ou bien l'avez-vous déjà fait dans votre vie? Alors, moi, j'aime beaucoup ce que Patrick nous appelle là, parce que quand on parle de consommation, pour moi, choisis bien tes mots, ce sont eux qui colorent le monde qui t'entoure. Je pense que consommer va nous amener progressivement, je nous le souhaite, à savourer. C'est-à-dire que oui, il va y avoir en Belgique la réouverture des terrasses, c'est ce samedi. Je vois Louis-Marie qui dit quand on va rouvrir, tout le monde va se lancer à y aller, on en a peut-être besoin, mais probablement pour d'autres raisons que dans le monde d'avant, qui était ce plaisir de consommer, le bonheur de consommer. Eh bien, le bonheur de consommer, je nous souhaite qu'il se transforme en bonheur de savourer. Et c'est pour ça que je vous parlais d'ajustement créateur. L'ajustement créateur de nos fameuses tulipes, en fait, c'est ce qu'on vient de vivre avec Mireille aussi. L'ajustement créateur, c'est ce qui se passe en nous et autour de nous, nous dit Patrick, pour créer une harmonie. Comment on va consommer en harmonie pour savourer? Le mot harmonie, il vient du grec harmonia, union, emboîtement, concordance, adéquation. Donc, consommer de manière adéquate ne va-t-il pas nous inviter à savourer d'autant mieux, d'autant plus, d'autant... voilà, on a parlé de qualité tout à l'heure. Et en fait, c'est vraiment de passer de cette lutte et de cette compétition de surconsommation qui nous rend sourds finalement et de pouvoir faire pousser cette manière de nouveaux liens, de nouvelles relations à la consommation.
Mireille, vous avez déjà fait des achats comme cela, frénétiques. Il faut que mon moral aille mieux, donc je dépense. C'est un peu ça l'idée. Il y a très très longtemps, quand j'avais 20 ans, oui. 30 ans, oui. Alors peut-être qu'en prenant de l'âge, je me suis détachée de ça, ça fait un petit moment. Voilà. D'ailleurs, le mot consommer, je ne l'aime pas. Je préfère effectivement la notion de savourer. Et en fait, ces notions de consommation, pour moi, elles évoquent aussi comment on consomme sa vie. Est-ce qu'on consomme sa vie? Est-ce qu'on est finalement de la consommation du temps et il faut remplir, il faut se... Voilà. Et en fait, pour moi, c'est tout à fait, j'ai un autre rapport à la vie et un rapport aussi à la façon dont je peux, entre guillemets, décider ce dont j'ai besoin et ce que je vais choisir d'acheter ou de ne pas acheter. Et pour moi, ça fait partie de être gourmet de la vie. Pour moi, c'est plus important que d'être voilà, de prendre tout ce qu'il y a autour, de pouvoir s'offrir tout ce qu'on veut. Ça n'a pas de sens pour moi. Et le lien à ça, et je vais revenir à mon thème de tout à l'heure, je pense que j'ai eu des expériences et je vais juste en partager une sur qu'est-ce que c'est qu'une vie accomplie, qu'est-ce que c'est la richesse d'une vie. Est-ce que c'est la consommation, est-ce que c'est la réussite financière, qu'est-ce que c'est la réussite d'une vie? Et dans ces derniers mois, j'ai accompagné des personnes en fin de vie et j'ai un partage à faire avec vous. J'ai eu la chance de pouvoir accompagner une personne qui m'était chère et qui, à un moment, alors qu'elle était dans une période difficile, ne parlait plus beaucoup, dormait énormément, a ouvert les yeux et m'a fait cette confidence. Cette personne m'a dit, tu sais, je sens que je suis ma vie est en train de partir petit à petit, mon énergie est en train de partir. Et je sens que voilà, je m'éteins petit à petit. Et moi, j'étais à côté et j'étais déjà surprise que cette confidence arrive et je ne savais pas trop quoi en faire. Et en même temps, j'ai juste marqué un temps de silence pour accueillir les mots, ce que vient de dire Anne-France. Et j'avais deux solutions. Je pouvais être dans le déni pour que mon mental prenne la main et explique que non, ce n'était pas du tout le cas, que c'était le traitement, la maladie, le médicament, ou écouter mon cœur et me dire, OK. Alors, j'ai eu en fait cette réaction de dire à cette personne, avec beaucoup de sincérité, je pense que tu as raison, je suis d'accord avec toi, j'observe la même chose que toi. Et le fait de m'autoriser à écouter mon cœur et pas ma tête m'a fait un cadeau magnifique parce que cette personne m'a répondu, tu sais, j'ai quand même eu une très belle vie accomplie. Et là, je me suis dit, cette personne, en me le disant, était pleinement sereine. Donc là, je me suis dit, finalement, on parle de consommation, mais qu'est-ce qui nous remplit? Voilà, on en reparle. Moi, dans cet instant-là, ce qu'on m'a fait comme cadeau, c'est vraiment de me donner la capacité à me dire, la sérénité au moment où on va partir, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est une vie accomplie? C'est quoi la vie accomplie? Voilà. Et pour moi, après, chacun a sa recette et je ne vais pas en donner une ce soir. Chacun a le droit de trouver la sienne. En tous les cas, l'accomplissement ne passe pas par la consommation pour moi. Ça, c'est sûr. Voilà, Thierry. Merci beaucoup de nous entraîner ainsi dans de très belles confidences. Pendant ce temps-là, nous en avons d'autres également ou d'autres réflexions de votre part. Je lis simplement ceci, par exemple, j'oppose farouchement consommer à contempler, nous dit Isabelle. Patrick Baudouin, conférencier, ça c'est Patrick. Savourer dans les campagnes n'a jamais cessé parce qu'ils ont une autre conscience du temps de la rencontre qui se savoure. Et puis nous avons Louise-Marie qui nous dit, alors si on regarde à Maurice, le constat n'est pas super bon, plein de fast-food ont ouvert cette dernière année, ils font un meilleur chiffre d'affaires qu'avant la crise, avec les déchets qui vont avec, les filières animales et végétales associées, etc. J'aime la question de Philippe, savourer, c'est Philippe Vandenbulle qui interroge, est-ce que savourer sera un verbe uniquement réservé aux élites, aux nouvelles élites, pardon, ce sera à voir. Anne-France, est-ce qu'on peut retourner avec tout cela sur notre petit parterre de tulipes? Est-ce envisageable? Ah ben bien sûr, parce que observons-les, chacune avec leur forme, elles vont vraiment nous offrir une œuvre d'art. Alors, prenez une page blanche. Si vous pouvez prendre voilà, de quoi écrire, ou en tout cas, nous inviterait Mireille de fermer les yeux, de prendre un temps pour soi, et de pouvoir effectivement, dans cette traversée, réfléchir pour prendre soin de la vie qui nous remplit. De quoi est-ce qu'on se remplit? Faire le vide pour faire le plein, c'est se remplir. Alors, se remplir de 3 questions que j'ai envie de vous poser et pour lesquelles j'ai envie de vous mettre en route. Quels sont les bourgeons que vous voyez apparaître pour aller vers vos projets?
quels sont les bourgeons que vous voyez apparaître pour aller vers votre paix intérieure, pour aller vers votre équilibre, pour aller vers votre résilience? Ce sont lesquels vos bourgeons? Mireille nous a dit, il n'y a pas de recette, il y a la nôtre. C'est quoi vos bourgeons à vous? La deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est la plus belle partie de vous-même qu'aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent, vous avez envie de faire fleurir? Votre joie, elle n'est pas réservée aux élites. Je pense que les peuples les plus joyeux sont ceux qui, justement, sont dans un dépouillement total. Votre créativité, comment vous allez vous ajuster, l'ajustement créateur? Est-ce que vous avez envie de faire fleurir votre calme, pour reprendre le mot contempler que nous offre Isabelle? Votre écoute, cette présence à l'autre que Mireille témoignait avec force, dans sa manière de dire au revoir, dans sa manière d'être là. Votre confiance, c'est un mot fort, la confiance. Je me rends compte que la confiance, c'est la pleine porte d'entrée. Comment je mets en confiance et puis comment je fais confiance aux équipes, à ceux qui m'entourent. Comment je les mets en confiance aussi. Et puis, dernière question, la troisième. Avec qui avez-vous besoin de former ce bouquet? Merci beaucoup, Anne-France. Très, très belle question. Avec qui avez-vous envie de former ce bouquet de tulipes, bouquet de printemps? Mireille, on peut dire quand même que ce printemps réel, la saison que nous vivons, sève, vie, nouveau soleil, nouvelle chaleur, tout cela est contredit par précisément tout ce mouvement de l'humanité où la mort se rapproche, où l'expression était très belle et très juste, la mort s'installe dans le salon. Et là, j'ai envie de vous interroger, de dire, mais finalement, est-ce que le vaccin n'arrive pas trop tard? Est-ce que ce n'est pas la science contre l'humanité? Je vais pas disserter, je ne suis pas une scientifique de la vaccination. Il faut espérer que le vaccin va aider à faire avancer les choses, mais moi, ce que je trouve toujours intéressant quand on est dans ce genre de situation, si par hasard ça ne marche pas avec le vaccin, si par hasard on doit finalement s'habituer à c'est pas le bon mot, mais en tout cas faire avec encore quelques temps, comment est-ce qu'on va s'organiser à l'intérieur de soi pour y arriver? Et quand les ressources à l'extérieur sont limitées, il faut aller chercher ces ressources à l'intérieur. Et il y a des expériences qui ont été faites par des prisonniers. Bon, bien sûr, Mandela en était un qui a beaucoup parlé de ça, mais quand on ne peut pas chercher les ressources à l'extérieur, on peut les trouver à l'intérieur, elles sont infinies. Et ça, c'est les espaces de liberté intérieure. C'est à chacun de trouver, de se donner du temps pour les découvrir et pour les ressentir. Mais en tout cas, c'est des ressources incroyables et c'est infini. Est-ce que finalement, la chrysalide de tout à l'heure avec laquelle nous avons démarré, est-ce que cette chrysalide ne serait pas, ou serait-elle, pardon, c'est une question, le résumé de l'année 2020, ou bien faut-il aller plus loin? J'espère qu'on va pouvoir à un moment sortir de la chrysalide et j'espère surtout que nous aurons nourri cette phase à l'intérieur de cette chrysalide avec des choses qui nous mettront en mouvement. Moi, j'accompagne bien sûr des personnes qui ont parfois des maladies, des cancers, des choses un peu lourdes. Et je leur dis toujours, quand on est malade, on commence un traitement, on peut imaginer que toute sa vie devient cette maladie et que la maladie prend toute la place. Ça veut dire que toute l'organisation de la journée, de tout ce qui tourne autour, finalement, tourne autour de la maladie. Et on devient cette maladie. Et la question qu'on peut se poser, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que ce qui nous arrive, ça fait partie de notre vie, mais ce n'est pas toute notre vie. Donc, on a énormément de choses qu'on peut déployer et profiter de justement des espaces qu'on pourrait avoir en plus, ce soit du temps ou des décisions qu'on peut prendre pour changer. Ça, c'est vraiment des périodes où si on se donne ces moyens-là, on ouvre nos ailes. On ouvre nos ailes, mais d'une autre façon, vers une autre destination. Et donc, après, c'est vrai que peut-être c'est une réflexion entre guillemets élitiste, mais je pense que les jeunes générations, elles sont aussi capables d'entendre ça.
n'est pas réservé à des quinquas ou des personnes qui sont éduquées. Je pense qu'on peut tous réfléchir dans cette direction-là. Et c'est, pour moi aussi, c'est célébrer la vie que de faire ça. C'est justement une vie, mais qu'est-ce que c'est qu'une vie et qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on met dedans? Voilà. Ça, c'est votre vœu pour demain? Ce serait la prospective pour demain, ce serait ça? En tout cas, qu'il y ait une transformation, oui, de la relation à la vie, bien sûr. Et ça changera aussi notre relation à la mort, évidemment. Parce qu'on est plus capable de l'accueillir, d'être présent d'une belle manière quand ça arrive, et de ne pas être dans le déni ou dans la peur, parce que finalement, on peut la craindre, mais si on arrive à se rapprocher d'elle, et comme d'ailleurs quand on a un ennemi en face de soi, est-ce qu'on va le rencontrer ou est-ce qu'on le fuit, est-ce qu'on se cache? Je pense qu'il y a des choses qui doivent évoluer, notamment dans ces directions-là, et si on change ça, on peut envisager d'autres façons de vivre demain. Oui, j'espère que ce sera un mouvement, en tout cas, qui avancera dans ce sens. Anne-France, ce printemps, je reviens toujours à la saison, ce printemps-là, où vous disiez il faut faire le ménage. Si vous voulez vraiment bien tuliper, il va falloir d'abord commencer par faire le ménage. Et Patrick nous disait aussi, il y a des indices dans la consommation qui montrent qu'il y a une sélection dans les achats. On serait plutôt sur des achats avec du sens. On y reviendra dans un instant. Ma question est la suivante. Faut-il également faire le ménage à l'intérieur? Est-ce que c'est le bon moment? Alors, pour moi, oui. Le moment, il a commencé il y a déjà quelques mois, parce que pour moi, faire le ménage à l'intérieur, c'est vraiment interroger nos routines et nos habitudes, interroger ce qui bétonne nos autoroutes à l'intérieur de nous-mêmes pour apprendre à prendre des chemins de traverse. Et en fait, j'ai envie de vous proposer la dynamique des 3 V, de pouvoir, dans ce tulipage, puisque nous tulipons depuis tout à l'heure, en tout cas, je nous y invite, de pouvoir, dans la dynamique des 3 V, nous ajuster par le vrai. En fait, bas les masques, réellement bas les masques, c'est-à-dire nous ajuster par le vrai. C'est ce que Mireille disait dans le fait d'aller à la rencontre de soi, cette liberté d'être à l'intérieur. C'est ce que Patrick nous disait aussi, dans ce rythme, dans cette qualité qu'on peut s'offrir dans ce rythme de la contemplation de cette nature. Donc l'ajustement par le vrai, c'est comment êtes-vous congruent, c'est-à-dire comment êtes-vous incarné, êtes-vous vrai avec vous-même. Donc on va faire le tri des mensonges. On va arrêter de se mentir aussi à soi-même, hein, et pouvoir vraiment nous connecter par le vrai à notre authenticité. Le deuxième V, c'est l'ajustement par le vivant. En fait, on émet et on reçoit en permanence de l'énergie, hein, même à distance, même avec les écrans. Mais l'ajustement par le vivant, où en est notre dynamique familiale? Où en est notre dynamique professionnelle? Où en est notre dynamique amicale? Parce que comment pouvons-nous nous assurer de créer toute cette protection autour de nous dans ce vivant avec la nature, nous suggère Philippe aussi, prenons-en soin. On est de plus en plus dans un mode organique, holistique. Et donc, mettons-nous dans cette puissance-là. Et puis, le troisième V, c'est l'ajustement par la vigilance, pour nous offrir la justesse pour être en total lien avec nous-mêmes, et en total lien avec le monde qui nous entoure, en total lien pour avoir de vraies rencontres, bas les masques du superficiel, et donc de pouvoir avoir vraiment l'empathie, la vraie, la confiance, la vraie, pour aller vers une performance collective ensemble. On avait parlé de ce mot Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Et ça va être notre vigilance. Je suis parce que nous sommes. Le vrai, la vigilance et le vivant. Il y a 3 V. Avez-vous, je l'ignore, mais Patrick, Mireille, l'une ou l'autre remarque, l'une ou l'autre réflexion sur ce que vient de dire Anne-France? 3 V, vivant, vigilance et le vrai. J'ai envie de commencer par le vrai, parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'observe depuis le début de Covid-19, en tout cas dans le domaine de la communication des entreprises. C'est qu'en fait, les entreprises qui ont l'air d'aller chercher de la connexion avec les gens aujourd'hui, c'est des entreprises qui font un effort sur le vrai.
Pourquoi? Parce que, et là Philippe le souligne très justement dans le chat, on est à l'ère du fake. D'ailleurs, c'était une des images qui était en fond d'écran d'Anne-France au début de la rencontre. On est à l'ère du fake. Et donc, dans une société anxieuse, on en a parlé, dans une société où quelque part les références sont extrêmement bousculées, le besoin de vrai est essentiel. Et c'est vrai que c'est très difficile pour l'instant. Et je dirais que la dynamique des réseaux sociaux ne favorise pas l'émergence d'un vrai crédible. Ça, on le sait. Par contre, dès le moment où on sent autour de nous du vrai, alors que ce soit à travers le discours d'une entreprise, à travers une rencontre, à travers n'importe quoi, je ne vais pas dire qu'on se jette dessus comme sur une bouée au milieu de l'océan, mais ça devient un élément extrêmement rassurant. Donc j'ai envie de dire, le vrai est certainement dans cette période d'anxiété et de défiance, hein, parce qu'il y a énormément de tout ça, est un élément extrêmement important. Et j'ai envie de dire, soyons articulés là-dessus, parce que c'est là-dessus qu'on peut construire sans doute ce dont on parle d'un monde d'après, ou en tout cas du monde d'avec. Je pense que ça, c'est peut-être l'élément le plus solide. Ça ne veut pas dire que le vivant dont parlait Anne-France n'est pas important, mais je dirais ma fixation était à ce stade-ci sur le vrai. Merci beaucoup, Patrick. Vous me voyez à chaque fois me pencher sur l'écran, mais je vais chercher précisément vos réflexions et vos remarques. Philippe Vandenbulck, j'espère que 2020 sera pour nous tous une invitation impérative à un usage plus sage de la nature. Il ajoute le vrai à l'époque des fakes. Pourrais-je vivre sans me mentir, le vivant face aux droits de l'humanité? Louise-Marie, depuis l'île Maurice, ajoute: connectons-nous à la nature où les 3 V sont obligatoires. On ne triche jamais avec elle, Mireille. Réflexion ou pas du tout là-dessus? Je vais vous faire un autre petit exercice que je trouve intéressant, qui va faire un lien très court. Vous vous asseyez, vous fermez les yeux, vous mettez vos mains sur vos cuisses, tranquillement. On reste là tranquille quelques instants. Et puis maintenant, ce que je vous invite à faire, je vous invite à serrer les poings et à amener toute votre attention au niveau de vos poings et à sentir qu'est-ce que ça vous fait ressentir, cette position où vous serrez les poings dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête. Cette posture où vous serrez les poings, comment elle résonne à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est confortable? Qu'est-ce que ça vous fait? Il peut y avoir des choses qui se passent dans le ventre ou ailleurs. Essayez juste d'observer ce qui se présente dans ce moment avec vos poings fermés. Est-ce que ça vous est confortable, familier, habituel ou pas? Puis maintenant, vous ouvrez les mains. Un petit temps de pause. Et puis de nouveau, je vous invite à fermer les yeux. Et maintenant, vous allez positionner vos mains sur vos cuisses et vous ouvrez. Les paumes sont tournées vers le ciel. Donc, le dos des mains est posé sur vos cuisses et la paume des mains est tournée vers le ciel. Vos mains sont ouvertes. Donc, de nouveau, vous fermez les yeux. Et je vous invite à accueillir la sensation ou les sensations que cette position, vos doigts sont souples, vous amène. Est-ce que c'est des sensations différentes ou identiques de l'exercice qu'on vient de faire? Ce qui se passe là dans le creux de vos mains. Quels effets ça produit dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête? D'avoir ces mains ouvertes là, sur vos cuisses. C'est juste incarner l'instant quand on a les mains fermées ou quand on a les mains ouvertes. Puis tranquillement, vous pouvez arrêter. Et vous pouvez juste, pour vous-même, vous questionner. Qu'est-ce qui vous était le plus agréable? Est-ce que c'est les poings fermés? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que c'est de la résistance ou est-ce que c'est du lâcher-prise, de l'ouverture? Peut-être de la liberté, où vous avez la liberté d'en décider. Je vous laisse juste méditer sur ces 2 positions qui sont très différentes. Merci beaucoup, Mireille. Deuxième petit instant ainsi où l'on se replonge en soi. J'aimerais vous interroger, Patrick et Anne-France, oui, sur ces 2 petits exercices proposés par Mireille. Qu'en pensez-vous à l'intérieur ainsi des variants et des hommes? Qu'est-ce que cela nous apporte en plus? Et à vous-même également qui nous regardez, qui nous écoutez, bien sûr, et qui vraisemblablement avez suivi Mireille également en direct. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous apporte? Je pense que Mireille, en fait, elle nous invite de nouveau à transformer
une dynamique qu'on emploie souvent hein, et qu'on a beaucoup employé pendant toute cette traversée, le lâcher-prise. Et en fait, de nouveau, grâce à ces exercices sensoriels, des poings fermés ou des mains ouvertes, eh bien, Mireille, elle nous invite non pas à lâcher prise, mais à laisser être. Et je préfère beaucoup mieux cette expression, non pas lâcher prise, mais laissons être. Laissons être ce qui est. Pour pouvoir justement, et boucler la boucle de ce que Patrick suggérait tout à l'heure, pour pouvoir vivre avec. Donc, merci pour cette connexion à nous-mêmes. Merci beaucoup, Anne-France. Deux petites remarques. Oui, Dame Nature, pardon, de Louise-Marie d'abord. Les mains ouvertes au monde, à l'autre, quel qu'il soit, vaste programme. Et Patrick également qui ajoute, les poings serrés font mal et les mains ouvertes me reposent et m'ouvrent sur ce qui est. Merci beaucoup. Et à l'instant, réflexion de Philippe, les poings serrés, je n'étais que 2 points, les mains ouvertes, je n'étais qu'une respiration magnifique. Patrick, je termine précisément avec la consommation. La consommation, n'est-ce qu'un symptôme de quelque chose de plus profond ou bien est-ce vraiment une qualité d'être qui se dessine? Il y a une phrase sur laquelle je suis tombé un peu par hasard et j'ai envie de commencer ma réponse comme ça, Thierry. Et c'est une phrase du regretté dessinateur Cabu, qui est décédé, comme vous le savez, dans les attentats de Charlie. Il disait, mai 68, on disait non à la consommation. Et c'est devenu 10 fois pire. Et en fait, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que 2020 ne serait pas le tournant tant attendu? Et côté consommation, tous les chemins mènent donc à l'homme, semble-t-il. Mais les signaux plus ou moins faibles sont là. Création en hausse de coopératives, émergence de ligues d'acheteurs, affirmation d'un militantisme d'achat. Et là, j'ai envie de faire une autre référence à un prof que j'ai le bonheur de côtoyer à Kedge, à Marseille, Bernard Cova, qui nous explique dans un article qui est intitulé « Exister par la consommation », que l'identité, en fait, et ça c'est historique, l'identité qu'on a donnée auparavant à la consommation, avant la consommation, l'identité se faisait par le sang et le sol. Et puis à travers le 19e siècle et surtout le 20e siècle, l'identité s'est transférée à travers le travail et notre rapport au monde. Et depuis les années 60, cette identité a eu tendance à se muer à travers le domaine de la consommation. Je résumerai ça en disant « je dépense, donc je suis ». Sauf qu'en se transformant de la sorte, notre homo consommator, il est peut-être occupé à explorer son identité dans le sens contraire à la logique historique de l'hyperconsommation aveugle. En d'autres sens, est-ce qu'il ne prendrait pas demain appui sur ses choix de consommation pour orienter, contester, discriminer les marques et les entreprises de manière tout à fait paradoxale? Ce qui serait d'ailleurs assez ironique, cette consommation qui hier nous propulsait dans le mur de toutes les catastrophes deviendrait le moteur des mutations vertueuses. Donc en ces temps de questionnement et d'incertitude, je pense que tout est possible. Et comme on n'est pas à l'abri d'un autre variant, j'ai envie de dire, on peut se prendre à rêver qu'une crise qui n'en finit pas de nous aider à nous réinventer. Et c'est un petit peu ça la question que je me pose en ce mois de mai. Comment se réinventer? Merci beaucoup, Patrick. Écoutez, nous arrivons déjà presque au terme, en tous les cas, de ce nouveau numéro des variants et des hommes. Vous avez vu qu'il était légèrement différent. Mais votre contribution également est là pour nous aider à réfléchir, à nous interpeller. Donc, n'hésitez pas à être avec nous pour l'enregistrement de cette émission. Il y aura un replay, bien sûr, à la fois sur la chaîne YouTube d'Un virus et des hommes, mais également l'APM, l'Association Progrès de Management, va relayer l'ensemble de cette émission pour que la plupart des dirigeants, en tous les cas qui le souhaitent, dirigeantes bien sûr, puissent bénéficier de l'ensemble des réflexions. Et sur ces réflexions-là, c'est juste pour en proposer d'autres. Ce sont toutes les autres qui vont naître, qui vont jaillir de ce qui a été dit aujourd'hui, de ce qui a été dit ce soir, qui est intéressant. J'ai envie de vous redonner la parole pour un petit mot de fin, simplement. Je terminerai avec Anne-France, je démarre avec Mireille. De tout cela, dites-moi, que retenir, j'ai noté, faire le ménage, se prêter ainsi à l'énergie nouvelle du moment, acheter comme vous êtes d'abord et vraiment donner un sens à cet acte d'achat et puis être, avez-vous dit Mireille, profondément connecté à la vie, c'est-à-dire aussi à la mort, c'est-à-dire finalement à une profondeur d'être des vivants et des autres. Comment finir? C'est moi qui termine ou c'est Anne-France? Mireille.
Ah bon. Non, votre réflexion, la réflexion. Voilà, puis je poursuis. Vas-y Mireille et je poursuivrai. D'accord, d'accord. Voilà, ce sera une phrase pour finir. Mireille d'abord. Comment finir? Mais j'espère que ce printemps va être fécond pour tous, hein. Fécond en énergie, fécond en émotion, et on a des ressources d'énergie absolument incroyables dans tous les succès qu'on a pu avoir dans nos vies, dans tous les moments de bonheur qui nous ont profondément animés et qu'on peut retrouver. Donc, on a énormément de ressources qu'on n'utilise pas. Et dans ces moments où on a besoin de ressources et puis où on est en train peut-être de se régénérer, d'aller vers quelque chose qui nous est inconnu, bah, ça pourrait nous faire du bien de prendre des instants pour justement se connecter à toutes ces ressources. On en a partagé quelques-unes, bien sûr, mais il y en a plein d'autres. En tous les cas, c'est ce que je souhaite à tous. Quand vous en manquez, cherchez-les à l'intérieur, vous verrez, il y en a plein qui existent. Prenez du temps pour ça. Merci beaucoup. Patrick. C'est très court. C'est une citation que je trouve pleine de sagesse de Marc Aurèle. Et je trouve qu'elle est un peu à propos avec tout ce qu'on a partagé aujourd'hui. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Merci beaucoup d'avoir partagé tout cela. Ça, c'est l'une des fondations du stoïcisme, bien sûr. Anne-France, le mot de la fin, petit texte peut-être. Oui, parce que laissons fleurir nos âmes. On l'a dit, ce sera le nouveau mode de consommation, c'est-à-dire notre qualité d'être. Laissez être. Alors, moi, je vais vous partager un nouveau mode de consommation, c'est d'apprendre à consommer de manière savoureuse nos regards. Et je vais vous terminer, boucler ce beau moment avec Victor Hugo. Je vous le lis. On a tant abusé du regard dans les romans d'amour qu'on a fini par le déconsidérer. C'est à peine si l'on ose dire maintenant que deux êtres se sont aimés parce qu'ils se sont regardés. C'est pourtant comme cela qu'on s'aime et uniquement comme cela. Le reste n'est que le reste et vient après. Rien n'est plus réel que ces grandes secousses que deux âmes se donnent en échangeant cette étincelle. Qu'est-ce que c'est beau. Merci beaucoup. Grande secousse que deux âmes se donnent. Merveilleux, Victor Hugo. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Un nouveau numéro avec un nouveau lien, avec de nouvelles annonces à la fois sur LinkedIn, mais également relayées sur Facebook. Belle soirée à tous. Bonne journée à tous pour celles et ceux qui nous regardent en replay. À bientôt.